Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir une fois de plus nombreux devant votre petit écran dans le cadre de ces hautes sorties du programme Fenêtre sur le monde. Naturellement, comme vous le savez, on va faire le tour dans le monde pour essayer d'avoir de l'actualité de ce côté-là. Et n'oubliez surtout pas en Afrique. En Afrique, nous avons justement tous ces problèmes, l'acquittement de Laurent Gbagbo et compagnie. Et on ne va pas oublier du côté de l'Angola où justement l'UNITA et les FAR ont eu justement à célébrer les 19 ans de réconciliation. L'Europe toujours dominée par la pandémie du Covid-19 et aussi les États-Unis avec cette haute attaque qui a coûté la vie à un homme en tenue du côté du Capitole. C'est bien ces éléments et bien d'autres que nous aurons justement à partager avec vous dans le cadre de cette autre émission. Et bien sûr, à la deuxième partie du programme, nous aurons notre invité à l'entretien. Il s'agit bien sûr du docteur Magloire Kédé Onana. C'est un enseignant-chercheur et c'est lui le président fondateur de l'AIADS, entendez, Agence internationale d'appui pour le développement solidaire. Avec lui, justement, on essaiera de voir dans quelle mesure est-ce que l'entrepreneuriat peut être bénéfique pour les populations justement camerounaises qui en ont tant besoin pour développer le pays. Ce sera dans le cadre de la deuxième partie de notre émission. Et je m'empresse déjà de dire, d'adresser mon salut au docteur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. Et bienvenue à Humanitarian TV. Enchanté. Je vous dis merci. Voilà, je rappelle que vous êtes président, fondateur de l'AIADS, c'est à savoir Agence internationale d'appui au développement solidaire. Au développement solidaire. Vous êtes aussi un enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur en stratégie d'entreprise. En stratégie d'entreprise et en politique. Politique éducative. Politique éducative. Mais beaucoup plus axé sur les stratégies d'entreprise. Sur les stratégies d'entreprise. À l'université panafricaine de Soie. Université panafricaine de Soie. Voilà, justement, nous aurons le temps d'entrer beaucoup plus en profondeur. Avant que de rentrer avec la première partie de l'émission, savoir ces reportages, on aimerait tout de même que vous essayiez un peu de... Vous savez, le Cameroun a perdu, est en train de perdre ses hommes. On parle déjà de l'éminence, le cardinal Christian Toumi. Et tout, il y a de ça quelques heures, c'était encore Halim Hayatou qui s'en est allé. Est-ce que vous avez au moins un petit mot par rapport à ces hommes? Oh, je dirais, devant des morts subites de cette nature, je dis subites parce qu'il y a une semaine, on ne pouvait pas savoir qu'on allait perdre ces éminences. La première des choses, c'est dire paix à leur âme. Paix à l'âme de Monseigneur, le cardinal Toumi, et paix à l'âme moi je l'appelais le Lamido de Garoua. Le Lamido de Garoua. Que j'ai bien connu pour avoir été proviseur à Garoua pendant 15 ans. Donc paix à l'âme de ces éminences. Vraiment, ça fait mal de... vous voyez, lorsqu'on s'y attend le moins. Lorsqu'on s'y attend le moins. Et quand on perd des aînés de cette nature, c'est comme des bibliothèques qui brûlent. Ouais. Et là, voilà deux grandes bibliothèques, tant pour le cardinal que pour le Lamido. Vous savez qu'est-ce qu'un Lamido à Garoua? Surtout qu'il l'est depuis des lustres. Et puis, c'est une sommité au niveau de la santé. Et vraiment, le Cameroun est en deuil, il faut le dire. Voilà, le Cameroun est en deuil, ça c'est sûr et certain, mais la vie doit pour autant continuer. Et c'est avec Fenêtre sur le monde tout de suite et maintenant. On va débuter avec la première partie de notre émission qui est réservée justement à l'actualité dans le continent africain, juste derrière la transition. Le continent africain ou alors la Côte d'Ivoire avec la victoire de Laurent Gbagbo qui définitivement est libre ainsi que son compagnon, à savoir Charles Blé Goudé. Ils ont donc retrouvé leur liberté, ceci après
une décision de la CPI, la Cour pénale internationale. On va revenir sur ce procès dans ce reportage que signent nos amis France 24. Sourire aux lèvres et soulagement. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont désormais libres de leur mouvement. La Cour pénale internationale a confirmé leur acquittement ce mercredi 31 mars 2021. Une annonce accueillie en liesse populaire au QG de l'ancien président ivoirien. Vous-même, vous voyez comment on transpire, nous tous, non? Je suis heureuse. Je suis dans la joie. Parce que Gbagbo a mené le bon combat et il continuera de mener le bon combat. Et nous qui avons cru en lui, nous avons aussi mené le bon combat. Nous n'avons jamais relâché, nous n'avons jamais douté qu'il serait libre. Aujourd'hui, la justice a triomphé. La vérité s'est manifestée pour, en tout cas, la gloire de toute la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Il n'y a pas lieu de désespérer, il faut toujours croire. Croire que là où il y a la vérité, il faut toujours se positionner dans ce camp, de sorte que un jour ou l'autre, on puisse sortir victorieux. Et Laurent Gbagbo et son fils Blé Goudé Charles en sont sortis victorieux. Atmosphère de joie pour les uns et atmosphère morose pour les autres. Les familles des victimes de la crise post-électorale de 2011 se sentent lésées dans la décision qui est rendue. Ma réaction première, c'est que je suis désolé de voir que la Cour pénale internationale est incapable de lutter efficacement contre l'impunité en Côte d'Ivoire, d'offrir la vérité et la justice aux victimes de l'affaire Laurent Gbagbo. Et ensuite, cette décision pour nous consacre l'impunité. Pour la suite, nous attendons d'épuiser tous les voies de recours, de toucher tous les instances de justice pénale en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. La décision de la Cour pénale internationale est survenue 2 ans après le recours en appel de la procureure Fatou Bensouda. Aucune réaction n'a pour le moment été enregistrée du côté du pouvoir ivoirien. Nous restons justement en Côte d'Ivoire pour avoir donc justement cette joie, la joie des partisans de Laurent Gbagbo. Ça, c'était après l'annonce de cette très bonne nouvelle dans les rues d'Abidjan. Voici l'effervescence recueillie par nos amis de France 24. Le champagne est sabré pour l'occasion. Parmi la foule, des proches, des membres de son parti, des anonymes, tous tenaient à être là pour fêter la libération définitive de l'ex-président. Du fait de la libération de mon président Laurent Gbagbo, je suis plus que heureux et toute la Côte d'Ivoire, elle est heureuse. C'est pourquoi nous sommes en train de nous réjouir. Mais c'est la joie. La Côte d'Ivoire est totalement libre. Parce que sans Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. La réconciliation, tous ont le mot à la bouche, au quartier général du parti de Laurent Gbagbo. Son retour en Côte d'Ivoire serait le chaînon manquant pour y parvenir. L'espoir du retour de Laurent Gbagbo est un espoir en la réhabilitation de la démocratie, un espoir en la réconciliation de tous les Ivoiriens, un nouvel élan pour la Côte d'Ivoire. Mais l'ambiance est très différente du côté des victimes de la crise post-électorale. Cette nouvelle leur a fait l'effet d'un coup de massue. Les victimes estiment qu'ils ont été les dindons d'une farce judiciaire. Et par conséquent, elles refusent d'être les victimes de l'incompétence du bureau du procureur. C'est pourquoi elle appelle la justice pénale ivoirienne à recouper les incidents survenus en Côte d'Ivoire qui n'ont pas été traités par la Cour pénale internationale et d'ouvrir un nouveau procès. Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation ici en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Avant qu'il ne puisse vraiment envisager de rentrer, il va devoir négocier avec les autorités. Du côté de l'Angola, il faut pour parler un tout petit peu de l'UNITAR. L'UNITAR est bien sûr des FAA. Il faut dire qu'il y a donc 19 ans, ces deux entités des forces armées partaient donc à la réconciliation. Il faut rappeler que ce dimanche, il y a eu célébration de la signature de cet accord de paix entre ces groupes armés, situation qui avait duré 27 ans en Angola et a provoqué la mort d'un demi-million de personnes. Retour sur les faits dans ce reportage que signe Africa News.
L'Angola a célébré dimanche les 19 ans de l'accord de paix après des décennies d'instabilité. Le protocole d'accord de paix a été signé en avril 2002 par les forces armées angolaises et les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Cet accord a mis fin à 27 ans de guerre qui a tué plus d'un demi-million de personnes. Dans le pays, cette date est restée dans les annales et commémorée. Dimanche, c'est à Cabinda que les festivités ont eu lieu. Après l'indépendance nationale du 11 novembre 1975, la paix est certainement la plus grande réussite du peuple angolais. Après de longues années de destruction de vies et d'infrastructures économiques et sociales et le détournement de milliers de jeunes de la promotion de la construction et du développement de l'Angola, aujourd'hui les Angolais apprécient plus que quiconque les bénéfices de la paix et de la stabilité politique et sociale. À Luanda, dans la capitale, une cérémonie de levée de drapeaux et de pose de gerbes de fleurs sur le monument du soldat inconnu ont marqué cette journée du 4 avril. La signature de l'accord de paix du 4 avril 2002 avait été précédée de plusieurs négociations, dont l'accord de Bicès signé au Portugal le 31 mai 1991 et le protocole de Lusaka signé le 20 novembre 1994. Allez, on va clôturer cette phase de l'actualité dans le continent africain avec l'Égypte. L'Égypte, le week-end, a donc été marqué par un spectacle pharaonique et bien sûr un défilé donc de momies royales. Rappelons-le, 22 momies royales ont quitté le musée du Caire pour rejoindre donc leur nouvelle demeure, à savoir la MNCE, le Musée national de la civilisation d'Égypte. Plus de précisions dans ce reportage. Le défilé est en tout point pharaonique. À bord de chars dorés, escortés par un cortège d'artistes, 22 momies royales quittent le musée du Caire pour rejoindre leur nouvelle demeure, le NMEC, le musée national de la civilisation égyptienne. Soit on enlève les momies secrètement dans l'obscurité de la nuit quand personne ne le sait, soit on le fait ainsi en grande pompe et les momies obtiennent leur dû. Ce sont les rois d'Égypte, ce sont les pharaons et c'est donc un moyen de faire preuve de respect. Dans ces véhicules reposent d'éminentes figures de l'Égypte pharaonique, dont la plus célèbre d'entre elles, Ramsès II. Le tout sous les yeux du président égyptien. Au-delà de la symbolique culturelle, ce défilé est aussi un moyen de redorer l'image du pays. Le message est très important. Nous allons dire aux gens, à travers le défilé des momies, que l'Égypte est en sécurité. Nous avons besoin que les gens reviennent. La Covid-19 sera oubliée avec les momies. Et le Caire a encore du mystère et de la magie. Un mystère et une magie promus à grand renfort de vidéos promotionnelles dignes de grands films hollywoodiens. Mais est-ce suffisant pour faire oublier les difficultés économiques et les critiques envers le régime égyptien ? Il y a l'idée qu'il y a une Égypte éternelle qui remonte au pharaon, dont on est fier, et en même temps, comme je dis, c'est un appel aux touristes. Donc il y a ça qui est tout à fait présent dans la propagande du régime. Le nationalisme égyptien, c'est tout ce qui reste au régime aujourd'hui, pour le cimenter et pour éviter qu'il y ait trop de contestations. Sur les réseaux sociaux, le grand défilé n'est pas passé inaperçu. Avec le hashtag en arabe « Malédiction des pharaons », de nombreux internautes ont associé les récentes actualités au déplacement de ces momies. Blocage du canal de Suez, accident de train et effondrement d'un immeuble meurtrier. Pour eux, pas de doute, les momies ont encore du pouvoir en Égypte. Allez, voilà, c'est tout ce que nous avons pu réserver pour vous en ce qui concerne le continent africain. Tout de suite et maintenant, allons-y dans le continent européen. Nous vous le disions à l'instant, le continent européen est dominé justement par la pandémie du Covid-19 et il faut le rappeler en France notamment. Covid-19 et respect de mesures barrières. La police française a engagé depuis quelques jours déjà la chasse aux restaurants clandestins avec bien sûr des contrôles inopinés, ce qui n'arrange pas toujours les uns les autres.
Contrôle surprise dans ce restaurant. Derrière cette porte, des tables dressées. Le gérant nie accueillir des clients, mais pour le commissaire, pas de doute, il s'agit d'un restaurant clandestin. Et il risque gros. Le débit de boisson va être verbalisé, et ensuite il vous notifie une mise en demeure. Ça sera transmis à la préfecture de police et probablement au préfet de police qui décidera d'une fermeture administrative éventuelle. Depuis le mois de décembre, les interventions de ce type se sont multipliées partout en France. Il y a eu plusieurs centaines d'établissements type débit de boissons ou restaurants clandestins qui ont été faits fermer par les forces de l'ordre. Autre situation, les dîners clandestins à domicile. Au nom de la mise en danger de la vie d'autrui, l'organisateur encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les participants, eux, risquent 2 amendes de 135 €, l'une pour non-respect du couvre-feu, l'autre pour non-respect du port du masque. Dans sa dernière allocution, Emmanuel Macron a annoncé que les terrasses des bars et des restaurants pourraient ouvrir à partir de la mi-mai. Et du côté justement des hôpitaux, il faut le rappeler que les hôpitaux dans le continent européen sont donc submergés et le personnel soignant se dit au bout du gouffre, ils ne savent plus à quel sens se vouer, avec bien sûr plein de patients de Covid-19. Euronews pour plus d'informations. Les hôpitaux encore et toujours sous tension en France, comme ici dans cet établissement privé de la région parisienne. Dans l'unité de soins intensifs Covid-19, aucun lit ne reste libre longtemps. Médecins et personnels soignants n'en peuvent plus et se demandent quand ils verront enfin le bout du tunnel, alors que le nombre de contaminations ne baisse toujours pas. On est plein. Voilà, quand on a un lit de libre, il est rempli de nouveau. Donc effectivement, la tension est complète. J'utiliserai pas le terme de vague, j'utiliserai plutôt le terme de crue. Ça monte progressivement, contrairement à mars de l'année dernière où on avait été submergé. Là, c'est un flot constant. Ici, la capacité des soins intensifs a déjà été augmentée en réduisant drastiquement toutes les interventions chirurgicales, à l'exception des cancers critiques, des cas cardiologiques et d'urgence. Mais les mesures mises en place semblent avoir atteint leurs limites. Le point d'attention et le point de tension le plus fort, c'est pas tellement les lits et le matériel, c'est surtout les équipes médicales et paramédicales pour pouvoir prendre en charge les patients. Face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus en Île-de-France, la semaine dernière, une quarantaine de médecins, directeurs de crise des hôpitaux parisiens, prévenaient qu'ils se préparaient à devoir faire un tri des patients. Une situation qu'ils assurent n'avoir jamais connue, même pendant les pires attentats de ces dernières années. Alors, pendant que les gouvernements sont en train de se mouvoir pour essayer de trouver la solution à cette pandémie du Covid-19, notamment avec les vaccins, il faut dire que les populations, quant à elles, sont un peu plus réticentes au sujet justement du vaccin AstraZeneca qui n'a pas la vie des uns et des autres. France 24 pour plus de détails. Des sièges vides, une salle déserte. Hier, ce centre de vaccination à Calais a dû fermer plus tôt que prévu, faute de candidats au vaccin AstraZeneca. Donc là, on est stocké les 60 flacons, donc 600 doses qu'on n'a pas pu faire ce week-end, faute de personnes qui se sont présentées pour la vaccination. 600 doses restantes, 600 rendez-vous annulés. Et au grand désarroi de la maire de Calais, les mêmes arguments chez les personnes qui se désistent. Ne voulait pas être vaccinée à l'AstraZeneca et qu'elle préférait attendre un autre vaccin, même si c'était beaucoup plus tard. Dans les Hauts-de-France, Calais est loin d'être un cas exceptionnel. À Gravelines, il est resté ce week-end 600 doses, 900 à Valenciennes et 160 à Boulogne-sur-Mer. La détection de cas de thrombose a semé le doute. Pour moi, il n'y a pas assez de recul au niveau du vaccin. C'est trop frais. Donc, moi, j'attends un peu pour voir. J'ai entendu dernièrement un garçon qui a 24 ans et qui a été décédé suite à AstraZeneca. Donc, je pense qu'il y a quand même un lien. Il y a quand même pas mal de questions qui se posent autour, mais je pense qu'il faut le faire quand même. Selon les autorités, 12 cas de thrombose après injection d'AstraZeneca sur près de 2 millions de doses. Au vaccinodrome de Marc-en-Barœul, Gérald Darmanin est venu rassurer.
la priorité du gouvernement reste la vaccination du plus grand nombre. Je ne peux que redire qu'il faut que chacun se fasse vacciner aux mesures évidemment des annonces des âges et des comorbidités et que tous ces vaccins évidemment sont efficaces contre le coronavirus. Les doses qui n'ont pas trouvé preneur ce week-end seront administrées dans la semaine. Elles peuvent être conservées pendant 6 mois. Et puis, du côté de l'Ukraine, il faut dire qu'il y a des vives tensions qui se vivent là-bas dans le Donbass, donc du côté de Moscou. Moscou qui provient qu'un nouveau conflit pourrait donc justement détruire les relations avec l'Ukraine. France 24 nous en dit plus. La mise en garde est signée cette fois du président ukrainien. Volodymyr Zelensky dénonce des provocations de la Russie dans l'Est ukrainien, tout en appelant à une nouvelle trêve sur la ligne de front avec les séparatistes pro-russes. La démonstration de force sous forme d'exercice militaire est l'occupation traditionnelle de la Russie. Moscou tente de créer une ambiance menaçante et de faire pression sur l'Ukraine. Ces derniers jours, l'Ukraine a fait état de mouvements de troupes russes près de sa frontière, ainsi qu'en Crimée, la péninsule annexée par Moscou en 2014. Après une longue trêve en 2020, le conflit dans le Donbass s'est intensifié depuis janvier. Au moins 20 soldats ukrainiens ont perdu la vie. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de cette escalade. Le Kremlin assure que ces mouvements sont sans danger, mais avertit à son tour. Les militaires ukrainiens ont conscience du risque de conflit qu'engendrerait toute forme d'action. J'espère vraiment qu'ils ne seront pas influencés par des politiciens qui eux-mêmes seront influencés par l'Occident, menés par les États-Unis. Les États-Unis, de leur côté, assurent qu'ils ont placé leurs troupes stationnées en Europe en surveillance renforcée et dénoncent une stratégie d'intimidation. Nous sommes très inquiets des provocations et actions agressives de la Russie dans l'Est ukrainien. Les manœuvres russes de déstabilisation mettent en péril l'accord conclu en juillet dernier sous l'égide de l'OSCE. Le conflit dans la région a déjà fait plus de 13 000 morts depuis 2014. Des dizaines de cessez-le-feu se sont succédés. Ils n'ont jamais mis fin au combat. Allez, c'est ce que nous avons réservé pour vous, pour le continent européen, le plus vieux continent. On va cette fois-ci terminer avec l'un des derniers continents, le continent américain, ainsi que l'Asie, juste derrière la transition. Commençons par les États-Unis où Joe Biden, l'actuel chef de l'État, veut donc investir environ 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures. Il dit que c'est un plan dont on parlera même après 50 ans. L'objectif ici étant de créer des milliers d'emplois. France 24 pour plus de détails. Pour Joe Biden, c'est un plan dont on parlera encore dans 50 ans. Il veut investir 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures à travers les États-Unis. L'objectif, créer des millions d'emplois. The American Jobs Plan will modernize 20,000 miles of highways, roads, and main streets that are in difficult shape right now. It'll fix the nation's 10 most economically significant bridges in America that require replacement. Pour financer ce projet, le président compte sur les entreprises. La mesure phare, une hausse de l'impôt sur les sociétés qui passerait de 21% à 28%. Une augmentation à relativiser cependant, puisque Donald Trump avait drastiquement réduit cet impôt pendant son mandat. Le plan prévoit également d'augmenter les ressources des services fiscaux. Le président veut leur donner plus de moyens pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et mettre fin, entre autres, aux subventions des industries du pétrole et du gaz. Si ces mesures déplaisent fortement aux grands patrons américains, Joe Biden assure ne pas vouloir s'en prendre au système capitaliste. No one making under $400,000 will see their federal taxes go up, period. This is not about penalizing anyone. I have nothing against millionaires and billionaires. I believe American capitalism. Ce discours n'est que le point de départ d'une rude bataille au Congrès, dont l'issue est incertaine.
Déjà, des voix dissonantes se font entendre au sein du Parti démocrate qui juge le plan insuffisant, tandis que les sénateurs républicains, de leur côté, dénoncent des dépenses excessives. Alors, pendant que Joe Biden et son équipe sont en train de se mouvoir pour trouver des solutions pour le développement des États-Unis d'Amérique, il y a encore cette attaque meurtrière contre un agent de police près du siège du Congrès américain au Capitole. C'était donc ce vendredi. Il faut rappeler qu'un membre de la force de police a donc été tué. Des précisions dans ce reportage. Assaut meurtrier aux abords du Capitole. Le siège du Congrès américain a été visé par une attaque ce vendredi. Un membre des forces de l'ordre a été tué et un autre blessé par un suspect en voiture. Une attaque qui intervient moins de 3 mois après l'invasion du bâtiment par des partisans de Donald Trump. Le suspect a percuté 2 de nos officiers avec sa voiture, puis a heurté la barrière d'orientation nord. Le suspect est sorti du véhicule avec un couteau à la main. Nos officiers sont alors intervenus. Le suspect n'a pas répondu aux ordres verbaux. C'est une période extrêmement difficile pour la police du Capitole après les événements du 6 janvier et maintenant l'événement qui s'est produit ici aujourd'hui. Cette attaque au Capitole, déjà fragilisée depuis les événements du 6 janvier, a fait réagir la sphère politique américaine. Le président Joe Biden s'est dit dévasté. D'autres personnalités de premier plan ont également fait part de leur émotion. Nous nous tenons aux côtés des hommes et des femmes courageux de la police du Capitole aujourd'hui, et nous les remercions de continuer à assurer notre sécurité. Prière à l'officier William Evans, qui a fait le sacrifice ultime, et aux familles touchées par cette tragédie insensée. Dans un acte de violence inexplicable, un courageux agent de la police du Capitole américain, William Evans, a été tué dans l'exercice de ses fonctions alors qu'un autre agent se battait pour sa vie. L'agent Evans a fait le sacrifice ultime pour protéger le Capitole. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches. Les médias américains accusent Noah Green, un jeune homme noir de 25 ans, d'avoir perpétré cette attaque. Sur les réseaux sociaux, il aurait exprimé sa sympathie pour le dirigeant du mouvement Nation of Islam, connu notamment pour ses propos antisémites. D'après les forces de l'ordre, cet assaut dirigé contre le Capitole ne serait pas lié au terrorisme. Allons du côté de l'Antique, du Groenland, naturellement, pour parler de ces élections législatives qui souvent vont se dérouler sur fond de projets miniers controversés en Antique. Qui fait donc l'actualité dans la plus grande île du monde. Orion News pour plus de détails. Alors que les Groenlandais doivent élire leur parlement ce mardi, le scrutin prend des allures de référendum sur un projet minier controversé. Au cœur du débat, un gisement de terres rares et d'uranium dénommé Quanersuit, situé à l'extrême sud de la plus grande île du monde. La question de son exploitation par une entreprise australienne au capitaux chinois a provoqué une crise politique en février dernier et conduit à ces élections anticipées. Plusieurs formations politiques se disputent les 31 sièges du Parlement. Parmi elles le parti Inuit, une formation gauche verte opposée au projet minier pour des raisons environnementales, à cause notamment des déchets radioactifs. La députée Marianne Paviasen, qui habite à Narsak, où se trouve la mine, fait partie des meneuses. Elle se bat depuis des années pour faire interdire tout permis d'exploitation. Si notre parti gagne les élections, nous fermerons le projet Quanersuit. À mon avis, pour obtenir plus d'indépendance, nous devons développer la transformation des aliments dans ce pays. Face à elle, le Chiwut, le plus grand parti, au pouvoir de manière quasi ininterrompue depuis l'autonomie du Groenland en 1979. La formation social-démocrate est favorable à l'exploitation du filon. L'objectif de notre parti est d'ouvrir des projets miniers au Groenland pour créer de la croissance et des revenus, car pour l'instant, l'industrie de la pêche est notre principale source de revenus.
Le Groenland est en première ligne face au dérèglement climatique. Depuis les années 1990, le réchauffement est 2 fois plus rapide au pôle Nord qu'ailleurs. Pourtant, ce territoire n'a pas signé l'accord de Paris sur le climat. Le parti inuit s'est engagé à y remédier en cas de victoire. Voilà, et justement pour ces très belles images qui nous viennent donc de l'île, elle est la plus grande île du monde, du côté de Groenland. On va terminer justement avec le Canada où il y a une pénurie de logements et c'est une crise qui s'étend donc en banlieue. Chacun essaye de voir à son niveau ce qu'il peut faire pour se trouver une case. Des précisions dans ce reportage de nos amis de Radio-Canada Info. Ça fait un bon bout, là. Guillaume Boutin doit absolument se trouver un logement, un endroit pour vivre avec son fils de 4 ans. À la limite, un 3,5, je peux faire ma chambre dans le salon, me laisser la chambre à mon petit garçon si c'est juste ce qu'on a. Si Guillaume ne trouve pas un logement convenable, il risque de perdre la garde de son enfant. Ce qui va arriver, je vais juste devoir perdre la garde de mon fils 1 semaine sur 2. Là. Mais à Châteauguay, trouver un 3,5 abordable est devenu presque impossible. Un studio, c'est rendu 935 par mois ici à Châteauguay, là, tu sais, c'est rendu fou. Faute de logement, Chantal Urtubis doit, elle, aller vivre avec son fils. Benoît Dagenet risque, lui, de perdre son logement. Le propriétaire veut tout démolir pour faire des condos. Le nouveau propriétaire, il fait tout pour essayer d'évincer le monde. Dernièrement, il a enlevé la laveuse-sacheuse, fait qu'on peut plus se laver. Ils sont victimes de la crise du logement. À Châteauguay, le pourcentage d'appartements disponibles a fondu de 1,1 à 0,7 % en 2020. Dans les banlieues de Montréal, le taux d'inoccupation est à peine de 1 %. Les appartements libres se trouvent souvent dans les nouvelles constructions, trop chers, inaccessibles. C'est comme pas trouvable, là. À des prix abordables, il n'y en a pas. De plus, la hausse de loyer enregistrée en 2020 est la plus forte depuis près de 20 ans. C'est vraiment dur d'arriver quand tu te dis que tu es monoparental. C'est un stress qui est assez dur à gérer sur les épaules. Ça appauvrisse. Les comités de logement s'inquiètent. Ils reçoivent les appels de locataires qui doivent maintenant choisir entre manger ou payer le loyer. C'est des gens qui travaillent, une majorité de femmes, mais il y a des gens qui travaillent là, 40 45 000 $ par année. On s'attend à un 1er juillet difficile. Montréal est en train de devenir le prochain Toronto, le prochain Vancouver. Le 28 mars, des dizaines de personnes ont fait la file à Verdun dans l'espoir de louer un 4,5 à 975 $. On voit les files d'attente déjà là, sur les réseaux sociaux. Et souvent, malheureusement, les locataires vont même renchérir pour avoir le logement et ça va défavoriser les gens à faible revenu. Là. En temps de la COVID, tout ce que les trois espèrent, c'est de trouver d'ici juillet un logement convenable. Quasiment rien d'abordable ici à Châteauguay. Signe d'un besoin criant pour de nouveaux logements sociaux. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Châteauguay. Allez, on va dire merci justement à la technique qui nous a permis d'avoir tous ces éléments-là, tous ces reportages, et merci également à l'ensemble de nos confrères des autres rédactions. Alors, je reviens donc à notre invité, comme je vous le disais à l'instant. Il s'agit du docteur Magloire Kédé Onana. Il est enseignant-chercheur d'université, mais également président fondateur de plusieurs associations. Mais celle qui va retenir notre attention cet après-midi, ce soir naturellement, ce sera l'AIADS, à savoir bien sûr l'agence internationale pour l'appui au développement solidaire. Ouais. Alors, c'est parti comment pour que nous nous en arrivions là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve en train de mettre sur pied une agence internationale qui parle de l'appui au développement solidaire? Je vous dis d'abord merci oui. pour cette marque d'estime, me faire intervenir dans Fenêtre sur le monde. Oui. Et merci aussi pour le libellé Fenêtre sur le monde, ça fait rêver. Tout à fait. Chacun de nous sait ce qui se passe lorsqu'il est au travers d'une fenêtre pour regarder le monde, voilà. pour scruter le ciel. Donc ça fait rêver. Merci. Bon. Pour comprendre d'où m'est venue l'idée de créer l'AIAD, il faut un peu regarder d'où je viens. Oui. J'ai été enseignant dans les lycées de la République, enseignant de philosophie, et depuis 1990.
Et je n'ai travaillé que dans les zones les plus reculées du Cameroun. Ça veut dire que vous étiez un peu frustré, dérangé, Pas frustré, ou alors pas frustré, Ah, effectivement. Parce que les gens, nous sommes nombreux, ils sont nombreux les Camerounais qui pensent qu'il faut travailler à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Mais j'ai trouvé du bonheur lorsque je sors de l'école normale en 1990, qu'on m'affecte à Yabassi. Yabassi, c'est dans l'Onkam, le littoral. C'est l'une des zones les plus enclavées du Cameroun. Avec un lycée de 3 milliards de francs abandonné là-bas. Le lycée de Yabassi. Yabassi. Et nous étions des premiers à inaugurer ce lycée. Et c'est là où j'ai appris à travailler, à fuir la ville, à regarder comment les gens vivent dans l'arrière-pays. Où à l'époque, on achetait tout à Douala. Il faut acheter son pain, la boîte à pharmacie, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, lorsque je quitte Yabassi, en 1994, j'ai fait 4 ans, on m'envoie à Garoua. Garoua, pas dans la ville de Garoua. Bon, disons si vous voulez dans la ville, parce que j'ai enseigné la philosophie. J'ai été le premier professeur de philosophie du lycée de Yabassi, du lycée de Garoua, bilingue de Garoua, pendant 4 ans. Commence alors le périple en milieu rural. On va m'envoyer donc à Pitois. Pitois, on sort de la ville maintenant. Et Pitois, j'amusais souvent les gens à l'époque, Pitois ne fait pas pitié. Parce que c'est un lycée, mais hors de Garoua, où il fallait amener les enfants à aimer l'école. Surtout que le lycée est situé en plein marché, et où les enfants à l'époque vendaient le carburant. Donc je vais être à Pitois, et quand je passe 2 ans à Pitois, on m'envoie à Bibemi. Encore plus loin. Encore plus loin de la ville. Et c'est là où je vais donc apprendre à trouver encore du bonheur, à me faire l'esprit du créateur, l'esprit de quelqu'un qui apprend à être pionnier de quelque chose. Et là, on me nomme directeur du CS de Bibemi, un petit CS de 3 salles de classe que j'ai fait ériger en lycée pour devenir le premier proviseur du lycée de Bibemi, où j'ai donc, encore une fois de plus, appris à travailler avec les populations. Parce que l'enseignant de ces côtés-là, l'élève de ces zones-là, il n'est pas comme l'élève de l'autre côté, et même l'enseignant. Donc, je vais être à Garoua comme ça, comme je vous explique, dans les zones les plus reculées. Et curieusement, par ma façon de travailler, et c'est là où je vais obtenir une bourse à l'époque du ministère de l'Éducation nationale, où on va dire au ministre de l'époque, le ministre Joseph Owona, je lui dis merci, qu'il y a un enseignant ici qui a érigé un CS en lycée, qui a érigé ce CS en lycée, qui a été confirmé proviseur, mais qui a fait construire un lycée avec le PNDP et qui est venu remettre les clés au ministère. Et c'est comme ça que je quitte Garoua, après avoir obtenu une bourse pour aller en France. Donc, l'AIAD, l'Agence internationale d'appui au développement solidaire, m'est venue de ce que j'ai été dans les milieux les plus reculés du Cameroun. J'ai vu comment on peut élaborer la solidarité, comment on peut élaborer l'économie sociale et solidaire. C'était dans ces pays. Et lorsque j'arrive en France, j'ai créé en 2004, j'ai créé donc l'AIAD en 2008, arrivé en France en 2004. Donc l'AIAD a son siège à Bordeaux, où j'ai passé beaucoup de temps, et où j'ai trouvé que les Camerounais là-bas, ils avaient une autre façon de fonctionner par rapport à l'Afrique de l'Ouest, où j'ai vu partir tous les financements en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Cela va donc m'ébranler. Les idées que j'ai eues, que j'ai engrangées étant au Cameroun, lorsque j'arrive en France, je comprends qu'il faut structurer tout cela et créer l'AIAD pour ne pas subir l'histoire, pour ne pas laisser les autres faire. Les autres en Afrique de l'Ouest, je vous dis que c'est très sérieux ce que je dis là. J'ai vu les financements aller en Afrique de l'Ouest et c'est comme ça que je vais donc créer l'AIAD à Bordeaux en 2008 pour que j'essaye de participer, parce que c'était l'ultime façon d'intégrer le réseau associatif de Bordeaux pour que je pense un jour à mon pays. Donc l'AIAD, c'est international parce que je n'avais jamais oublié là-bas que je suis Camerounais, mais j'ai continué à promouvoir mon africanité partout.
Et j'ai donc créé la YAD, dont je vais vous exposer les détails si vous me donnez cette occasion. Donc, l'idée est partie du Cameroun, a fait corps avec le mouvement associatif de Bordeaux, parce que c'est très bien structuré là-bas. Et c'est comme ça que je vais donc mettre en place une équipe. Le siège est resté à Bordeaux et je suis rentré au Cameroun. Et il y a donc un bureau local actuellement au Cameroun qui fonctionne à merveille. Voilà, justement, un bureau local actuellement au Cameroun qui fonctionne à merveille. Vous m'avez peut-être dévancé, parce que justement, je m'apprêtais à vous poser la question de savoir, la YAD, on a déjà peut-être essayé de donner l'explication d'où la YADS est née du côté de Bordeaux, en France. Et il y a tout un bureau qui est déjà mis sur pied ici au Cameroun. Quelles sont concrètement donc les missions de cette agence? Bon, voilà. Le bureau, il faut le dire, il est localisé à Ndisamba supérieur. Je dis merci à Dr Couple Payou, le fils de Ndisamba et son épouse, qui m'ont ouvert les portes. Donc, c'est la première tour, parce qu'il y a 3 tours à Tropicana. Première tour, c'est là où mon bureau est localisé. Alors, pourquoi un bureau local au Cameroun? Et comment ça fonctionne? Quelles sont ses missions? Le bureau local au Cameroun, parce que, je vous ai dit que c'est l'économie sociale et solidaire. Et 2, je suis rentré avec un mot qui fait la fierté des peuples qui veulent structurer l'économie sociale et solidaire, qui veulent encadrer la jeunesse. C'est le mot accompagnement. Donc, pour comprendre mes missions, il faut comprendre l'objectif. L'objectif de la YAD, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans des domaines variés de la production. Voilà l'objectif. Alors, l'objectif ici, c'est donc accompagner les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi accompagner? Ce mot est magique. Accompagner. Je vous ai dit que pour comprendre ce que je vais dire par la suite, il faut comprendre les composantes de l'accompagnement. Et c'est ça qui fait la force des autres là où j'ai voyagé. Accompagner, le verbe accompagner a 5 composantes. Vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un si vous ne lui donnez pas la bonne information dans ce qu'il veut faire et dans ce qu'il veut faire. Première composante, donner la bonne information. Deuxième composante de l'accompagnement, lorsque vous avez donné des informations aux gens, à quelqu'un, vous pouvez l'embrouiller. Pourquoi? Parce que si vous ne l'orientez pas, il faut donc orienter quelqu'un comme deuxième composant de l'accompagnement pour qu'il se retrouve dans l'éventail des informations que vous lui avez données. Et c'est parce que vous avez bien orienté quelqu'un qu'il faut le former. Vous l'avez orienté, il s'est déjà fixé sur quelque chose qu'il veut faire, il comprend déjà ce qu'il veut faire et il faut le former. Former au montage, suivi et évaluation de son projet. Vous comprenez, vous voyez qu'on est à la 3e composante. Tout à fait. Et lorsque vous allez donc former quelqu'un dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il sait faire, il faut maintenant lui trouver des subventions et des financements. Voilà, subventions et financements. Et la dernière composante, lorsque vous avez financé quelqu'un, qu'il a déjà produit son résultat, le résultat qu'il recherchait, il faut le mettre en réseau dynamique. Favoriser les collaborations internationales. Ça veut dire quoi en réalité? Pour me finir avec le chapitre des objectifs, je suis entré sur la composante. Je vous donne un exemple. Ça veut dire que quelqu'un veut produire du maïs. Il faut lui donner la bonne information, production végétale. Et lorsqu'il sait déjà ce qu'il faut faire, il faut le former, il faut lui monter un projet, il faut lui trouver des appuis financiers. Et lorsqu'il a déjà 300 sars de maïs, ils sont nombreux qui disent, quand ils ne nous ont pas suivis, je vais vendre ce maïs où? Ça c'est toujours la question. La question qui arrive. Tu as envie de lui demander, pourquoi est-ce que tu es allé cultiver du maïs? Nous, à la YAD, on ne veut plus poser ces questions parce qu'on vous suit au début, au milieu et à la fin. Et on vous met en réseau dynamique. Ça veut dire qu'avant même que vous arrivez à la culture du maïs, à la récolte, nous savons déjà où est-ce que vous irez vendre. On se bat pour cela. Donc, l'objectif central de la YAD, c'est pour cela. Alors, nos missions résultent de nos objectifs. Ça veut dire que les composantes de l'accompagnement que je viens de vous citer, des énumérer, n'ont de sens qu'à rapport aux axes sur lesquels nous appuyons
il y a des axes sur lesquels nous travaillons. Ça veut dire que les axes qui épousent la logique de la chaîne des valeurs. Je voulais vous dire que quand vous accompagnez quelqu'un selon les composantes, il faut épouser les axes de la chaîne des valeurs. Je vous donne un exemple. La chaîne des valeurs, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un pays où de plus en plus, on ne peut plus tout faire. Chaîne des valeurs, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui produisent pour que d'autres conservent. Naturellement. Et si on trouve ce qui conserve ce qu'on a produit, il faut qu'on trouve ce qui transforme ce que nous faisons. Et si nous trouvons des gens qui transforment ce qu'on a produit, ce qu'on a conservé, il faut bien des gens qui emballent le packaging. Et si vous trouvez des gens qui emballent nos produits, qui font le conditionnement de nos produits, il faut trouver ceux qui vont commercialiser nos produits. Et c'est parce qu'on aura trouvé ceux qui commercialisent nos produits qu'on va trouver des gens qui distribuent nos produits. Et si on trouve les gens qui produisent, conservent, transforment, emballent, commercialisent et distribuent, nous avons trouvé des gens autonomes. On va autonomiser les gens. Donc, les missions de l'AYAT, c'est ça. C'est-à-dire accompagner les gens pour qu'ils maîtrisent les rouages de la chaîne des valeurs. Quand nous le disons que nous ne le disons pas pour donner l'impression du vide. Oui. Ça veut dire que l'État fait déjà beaucoup. J'ai été directeur au ministère du Courrier, au ministère de l'Agriculture. Et il y a des missions régaliennes. Ou alors, si vous voulez que je parle technique, il y a les dispositifs d'accompagnement que l'État a mis en place au ministère de l'Agriculture et du développement rural. Mais combien de Camerounais, de jeunes, nous nous battons pour ça, vont vers les ministères. Et quand bien même ils y vont, ils n'ont pas toujours la bonne information. Et c'est pour cela que j'ai appris en France que là où l'État lâche l'individu, entre guillemets, c'est l'association qui le récupère. Et c'est pour cela que j'ai vu ça faire ça en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, toutes les grandes entreprises ont des associations. Même l'État subventionne les associations. Et moi, c'est une procédure d'ensemencement qui m'a fait revenir avec l'AYAD au Cameroun pour intéresser les dynamiques locales qui sont les associations, les GIC et les coopératives. C'est par là que vous comprendrez les missions de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire n'a de sens que si vous prenez en compte les dynamiques locales qui sont les associations, les GIC et les coopératives. Voilà, on va d'abord s'arrêter. En gros, voilà les objectifs et les missions de l'AYAD. D'accord, on va s'arrêter d'abord là, justement, pour prendre une petite pause, pour souffler avec ce reportage qui a été réalisé justement là à votre siège où vous organisez un événement où il était question d'expliquer aux membres de votre association quels sont vos projets, quel est votre projet, de quoi est-ce qu'il en est concrètement et qu'est-ce que vous avez comme vision pour les années à venir. Et juste après, nous allons revenir. Tout à fait. Merci beaucoup. Le développement socio-économique du Cameroun passe par l'encadrement de la jeunesse qui a du potentiel à revendre. Le docteur Kédé Onana Magloire l'avait bien compris lorsqu'il y a quelques années déjà, il mettait sur pied du côté de Bordeaux en France l'AIADS, entendez Association internationale d'appui au développement solidaire. Cette association, dont l'objectif principal est d'accompagner les porteurs de projets dans les domaines variés de la production, à savoir végétale, animale ou encore artistique, permet un accompagnement en termes d'information, d'orientation, du montage des projets ou encore de la recherche des financements et la mise en réseau dynamique. À date, plusieurs jeunes Camerounais ont vu leur projet se réaliser grâce à l'accompagnement de l'AIADS. Pour gérer votre affaire, c'est comment organiser votre affaire. Pour savoir comment, qui fait quoi, quand et comment et qui peut le faire. Et il dit que au fur et à mesure que l'affaire grandit, l'homme qui porte le projet, s'il est occupé, ça ne pourra pas marcher. Le suivi et évaluation étant important dans la réussite d'un projet, le docteur Kédé Magloire, le président fondateur de l'AIADS, ainsi que Maître Mama Bertrand, le coordonnateur général, ont tenu une rencontre ce 31 mars
au siège du bureau local, situé en Vantopicana, ici même à Yaoundé, ceci dans le but d'évaluer le chemin parcouru, mais plus encore, présenter aux membres les différents partenaires qui souhaitent accompagner l'AIADS dans son vaste chantier. Je suis avec le docteur Kelly, que j'ai connu depuis longtemps, et puis le désir d'apporter un plus à cette jeunesse qui se meut, qui a beaucoup d'innovation, mais qui n'a pas toujours les moyens et les connexions qu'il faille pour progresser. On ne peut pas changer absolument la mentalité, on va changer les attitudes. C'est ce que j'ai dit il y a un instant. Il faut que chacun sache se prendre en compte, se définisse qu'est-ce qu'il veut faire. À un certain niveau dans la vie, vous devez vous battre. L'État ne tend pas à même de résoudre tous les problèmes des Camerounais. Aucun État au monde ne le fait. Il faut également dire que les axes d'application de l'AIADS concernent la production, la conservation, la distribution, le packaging ou encore l'autonomisation. Il faut peut-être le rappeler que les portes de l'Association internationale pour l'appui au développement solidaire sont toujours ouvertes pour ceux-là qui ont une vision concernant le développement du Cameroun. Alors, vous êtes le président fondateur de l'AIDS, on vient de revoir le reportage tout à l'heure là. Est-ce que donc, à date, on peut avoir au moins une idée de ce que vous avez déjà eu à faire sur le terrain, concrètement, dans ce domaine? Bon, depuis qu'on a implanté le bureau local au Cameroun, beaucoup plus 2015-2016 quand je suis revenu, nous avons lancé d'abord nos activités dans le domaine de la formation. Parce qu'on a trouvé, comme je vous disais dans les composantes, on a trouvé, dans la formation, on informait les gens. Informer, former. Donc, deuxièmement, on a structuré le mouvement associatif. Vous voyez, la politique du gouvernement maintenant, c'est que tous les GIC soient mieux en coopérative. Tout à fait. Donc, on a aidé beaucoup de GIC à devenir des coopératives. Voilà. Et troisièmement, dans la chaîne des valeurs, oui, nous avons pu accompagner des porteurs de projets, surtout dans les transformations alimentaires, au conditionnement. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez une bouteille d'eau Tanguy, vous voyez ce qui est écrit sur la bouteille. Alors, la consommation reste souvent locale, oui, parce que nous ne conditionnons pas les produits. Bon, on ne peut pas aller plus loin. Donc, je prends un exemple, il y a une femme qui fait les chips de plantain, qui est un bel exemple pour nous, qu'on a réussi à accompagner dans l'emballage de ces chips. Et aujourd'hui, ces chips-là, vous allez dans la plupart des magasins de la ville, les grandes enseignes, les supermarchés, vous trouvez ces chips là-bas. Bon, nous avons aussi amené les gens à consommer certains de nos produits. Je prends un monsieur là qu'on appelle monsieur Itélé, vous l'avez vu là sur la vidéo. Lui, il fait du savon. Il vend des savons qui ont des vertus thérapeutiques. Et ces savons ont été testés grâce à notre appui. Il a eu le brevet d'invention. Il est parti au ministère de la Recherche. On a trouvé que ces savons pouvaient soigner certaines maladies. Et le problème qu'on a maintenant avec ces savons, c'est de les emballer. Donc, en gros, nous avons beaucoup accompagné les associations pour les conditionnements de leurs produits avec des partenaires. Parce que nous voulons nous équiper. Mais chaque fois qu'on a trouvé un partenaire qui peut venir emballer un produit, on le fait. Donc, aujourd'hui, on fait aussi beaucoup de formations. Parce que nos formations ne sont pas des formations académiques. Nous ne formons les gens que par rapport à leur état de besoin. Tout à fait. Et chaque fois que les paysans sont venus nous voir, que nous avons tel produit, le manioc qui pourrit, ainsi de suite, par exemple, on va trouver au ministère quelques des délégués d'arrondissement qui viennent à la rescousse des gens du milieu paysan. C'est une manière de dire que nous n'intervenons pas sur le terrain sans chercher localement qui est le chef de poste agricole et qui est, par exemple, le délégué d'arrondissement ou le délégué départemental. Et c'est comme ça que nous faisons symbiose avec ces structures-là. Donc, nous avons beaucoup formé, mais nous voulons maintenant multiplier les partenariats pour les financements. Et les semaines qui viennent là, je suis en train de regrouper le mouvement comment on appelle, les banques. Beaucoup plus les banques de proximité qui sont les microfinances. J'ai déjà regroupé 5 microfinances
qui sont prêts à venir appuyer, parce que c'est de là qu'il est question. Là qu'il est question, le financement, c'est peut-être un problème. Et c'est beaucoup facile avec les banques de proximité qui sont les microfinances. J'ai déjà rencontré beaucoup, et la semaine prochaine, je vais tenir une réunion au cours de laquelle on va appuyer. J'ai aussi mes partenaires étrangers. Vous m'avez déjà demandé qu'est-ce que nous faisons. On m'a invité à Lyon il y a 2 ans pour amener les Camerounais porteurs de projets dans les transformations alimentaires. J'ai regroupé une trentaine. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu de visa. Non, c'était avant la Covid. Avant la Covid. Il n'a pas eu de visa. Et je vous dirai à peu près pourquoi ils n'avaient pas eu. Et je travaille en ce sens pour qu'on ne rate plus le prochain salon. Parce qu'ils étaient nombreux, mais ils n'avaient pas tous les papiers. Il n'y avait pas tous les papiers. Tout. Donc, on présente ça. Donc, j'ai emmené quelques-uns, ils étaient 4. On est allé à Lyon. Et puis, ils ont été contents de voir l'effort qui est fait. Et c'est pour cela qu'il y a 2 semaines, nos gars de Lyon sont venus pour financer. Et il y a quelques jours, là, vous avez vu Maître Kamgen, qui vit aux États-Unis, qui est aussi venu pour nous apporter des appuis financiers. D'accord. Voilà. Allez, on va donc sortir par là pour terminer avec notre programme. Nous aurons certainement alors l'occasion d'en parler pour d'autres gens. Alors, j'aimerais savoir quel Cameroun est-ce que vous, à la IADS, vous envisagez pour les 10 prochaines années à venir? J'ai lu la vision 2035 c'est comme une fenêtre sur le monde. Oui. La vision. J'aime beaucoup votre mission là. Merci. Et j'ai l'âge des meilleures synthèses de ma vie. Lorsque quelqu'un a été proviseur au Cameroun pendant 15 ans et que je suis allé passer 15 ans en Europe et que je suis revenu, la meilleure synthèse de ma vie, c'est de dire stop au patronat. Parce que tant qu'on va avoir à faire un système éducatif qui forment des patrons, c'est-à-dire des salariés. Quand il dit patron par rapport aux salariés, nous n'irons pas loin. Il faut former des jeunes aujourd'hui à créer, à produire la richesse. Il faut faire moins de salariés autour de nous. Il faut avoir des gens qui créent la richesse parce qu'ils ont été à l'école. Je crois que ce que vous faites ici, c'est une création. Par exemple, je suis dans votre studio, ce n'est pas une structure étatique. Vous avez été à l'école, vous avez imaginé, vous avez créé. Et l'alternative aujourd'hui, le Cameroun que vous voulez, c'est créer ou disparaître. Parce que si nous ne formons pas des gens qui créent, les autres vont nous aider à disparaître. Ça, c'est une philosophie. J'ai écrit des livres où je démontre ça. L'alternative pour le Cameroun de demain, c'est de créer ou de disparaître. Ceux qui ont créé, il faut les aider à innover. Créer, innover. Et c'est comme cela que nous aurons moins de fonctionnaires, mais on aura l'entrepreneuriat. Et ça devrait être un défi pour nous. Moi, aujourd'hui, je fais la synthèse de ma vie et j'ai vu que c'est ça qui marche. C'est pour cela que je suis très à l'aise enseignant à l'Université panafricaine où je tiens les Master 1, Master 2 pour apprendre à ces étudiants qui viennent des autres pays africains à créer, à innover. Et si on ne le fait pas, les autres vont nous aider à disparaître. Regardez autour de moi, vous verrez comment les autres sont en train de vous donner. On ne peut pas parler du Covid tout à l'heure, parce que pour dire qu'il faut imaginer la société de demain. Jeter une fenêtre dans nos quartiers. Oui. Le monde là, c'est nos quartiers, nos villages, le milieu rural. Il faut quitter la ville pour le milieu rural. Et dans 5 ans, ceux qui resteront en ville, même comme les villes vont déjà dans nos villages, ceux qui resteront à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, sans aller dans les petits villages pour y aller créer quelque chose, c'est qu'on n'aura pas fait un pas. Voilà le message que je jette. Allez, merci. Certainement, nous aurons l'occasion pour les prochaines émissions de venir beaucoup plus en profondeur avec votre projet, le projet de l'AIADS, à savoir Agence internationale pour l'appui au développement solidaire. Je vous l'ai dit, c'est le docteur Kédé Onana Magloire, c'est donc lui le président fondateur. Il a été avec nous justement pour partager un tout petit peu son expérience avec ce grand projet dont nous invitons déjà les uns et les autres à s'approcher pour pouvoir avoir au maximum d'informations possibles. Pourquoi ne pas à espérer d'être accompagné. Voilà, d'être accompagné selon les composantes. Allez, merci à vous, docteur. C'est moi qui vous dis merci. C'est un bonheur d'être avec vous et de continuer avec vous. Merci également aux fidèles téléspectateurs de Fenêtre sur le Monde. On se donne rendez-vous lundi en 8 pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Merci.